Je pense que nous allons commencer comme toujours avec un peu de retard. Je vous remercie de vous être levé un samedi, un jour sans voiture, qui plus est. C'est demain. Ah ben, moi je suis venu en taxi me disant qu'il n'y aura pas de voiture possible. Donc c'est la veille d'un jour sans voiture. Voilà, Fethi Ben Slama cherche toujours à me contredire. Non, mais c'est tout bien amicalement. Bon, je vous remercie vraiment d'être venu. Cette journée aurait dû avoir lieu un peu plus tôt. Cette journée devait avoir lieu au printemps, à l'occasion de la sortie de la réédition de ce manuel que vous voyez sur le programme, Addictologie clinique, qui a eu un beau succès au PUF et qui a été aux Presses universitaires de France et qui a été revisité, réécrit, retravaillé. Paul Laurent Assoun, qui est là, a vraiment revu tout son travail et a amené des compléments. On a essayé de revoir, mais Alexandre Farneau, que je vais vous présenter, va dire aussi qu'il manque toujours quelque chose à un manuel. Un manuel doit entraîner un autre manuel. Donc c'est à l'occasion de la sortie et de la mise en vente en librairie de ce manuel que nous nous réunissons. Mais ce n'est pas du tout uniquement pour la promotion de ce livre, c'est aussi pour faire un état des lieux de la recherche dans la clinique des addictions, des toxicomanies ou des conduites addictives, car plus que jamais, c'est un phénomène qui tend à envahir la cité. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas parler d'épidémie ni de pandémie, parce que tout le monde n'était pas touché, certes, mais c'est quand même un phénomène qui prend une extension tout à fait remarquable, qui a touché toutes les branches de la culture, y compris la psychiatrie. Mon ami Hassan Raoui, qui n'est pas encore là, qui est médecin-chef, qui est là, mais ta place est là. Ta place est là, ta place est là. Donc, mon ami est médecin-chef du 7e arrondissement, Hassan Raoui, qui est là et peut témoigner, comme les psychiatres qui sont dans la salle, que le monde de la psychiatrie a radicalement changé depuis quelques décennies, depuis 2 ou 3 décennies, à cause de l'irruption du phénomène toxique et de ce qu'on appelle entre nous la comorbidité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une pathologie liée à un toxique. Donc ça, c'est au niveau du domaine de la santé. La psychiatrie, parce que nous sommes une UFR initialement de psychologie clinique, nous sommes une UFR maintenant de psychanalyse et nous assumons entièrement ce type de psychanalyse parce que ça reste un moteur tout à fait important d'élaboration, de compréhension et d'humanisation de nos pratiques. Donc nous y sommes attachés et ça se passe très très bien. Notre UFR se passe très bien grâce au professeur Fethi Ben Slama qui dirige cette UFR vraiment de manière remarquable et qui a fait que cette UFR est tout à fait en excellente santé, quelles que soient les rumeurs à la Michel Onfray qui peuvent circuler de droite et de gauche. Ça se porte quand même très bien. Et ça se supporte très bien. Bon, donc encore une fois mes remerciements. Encore une fois l'intérêt qu'il y a justement de travailler, de faire penser sur les phénomènes toxiques, sur les addictions, non seulement dans la clinique, dans la prise en charge de nos patients, mais aussi dans ce que ça a d'ingrédients, de variables, d'invariants dans notre culture, ce depuis la nuit des temps. Le toxique existe dans toutes les cultures, il y a des toxiques. Mais le 21e siècle, je pense, est un siècle où le phénomène toxique prend une extension qui n'est pas négligeable et qui entraîne aussi une précarité. Et là, je crois qu'il faut aussi parler du phénomène de précarité, du phénomène d'exclusion, des phénomènes de radicalisation aussi, qui sont dus en partie grâce à cette pandémie toxique. Parce que ça n'est pas uniquement la France, ça n'est pas uniquement l'Europe, il semble qu'il y ait une globalisation de ces phénomènes toxiques. Alors, je vais tour à tour céder la parole. Je vais commencer à la céder à notre invité extérieur, puisque Hassan Raoui travaille dans l'UFR, Fethi Ben Slama la dirige, j'y travaille aussi. Alexandre Farneau fait partie de l'Agence régionale de la santé d'Île-de-France. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Nous avions prévu il y a 4 ans
de faire une journée sur le toxique et la cité, uniquement au niveau de l'organisation politique de la cité, au sens de la cité de Platon. On avait prévu de faire cette journée, et puis c'était beaucoup trop chaud à l'époque, ces salles de shoot, et on avait préféré décaler un petit peu notre réunion, parce que ça s'empérait des médias et ça faisait trop dans l'air du temps médiatique. Hein, ça sentait trop un petit peu le « Oh, tu as vu, moi aussi je m'y intéresse », alors que c'est plus profond que cela. Et c'est toujours en discussion, ça a été adopté au Sénat il y a 15 jours, mais c'est toujours les riverains ne veulent pas. Ça pose vraiment la place. Autrefois, on parlait de la place du fou dans la cité. Là, on peut parler de la place du toxicomane ou de l'addicté dans la cité. Voilà, donc je cède la parole à Alexandre Farneau qui va un peu nous développer le travail qu'il mène et qu'il dirige au Centre Pôle Innovation et Recherche de l'ARS. Merci à tous. Déjà, merci aux organisateurs, au professeur Ben Slama et puis aussi à Eric Toubiana de m'avoir invité et me permettre en cette matinée d'évoquer quelques éléments avec vous. Dans le cadre de ces journées scientifiques, effectivement, alors quelques mots rapidement sur l'agence. J'espère qu'elle commence à être connue par vous, l'Agence régionale de santé ou les agences régionales de santé. Rappelez que c'est quand même une organisation administrative nouvelle, une déconcentration de l'État qui a 5 ans, qui est l'agrégation de 7 administrations qui se sont regroupées il y a maintenant 2009-2010. Donc on a fêté nos 5 ans il n'y a pas très longtemps. Et au sein de laquelle vous avez différentes parties qui sont là pour réguler, administrer, encourager, mais aussi innover et pousser les acteurs au niveau local, au niveau régional et au niveau départemental, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que nous sommes composés, ça changera sûrement avec le Grand Paris, pour accompagner les acteurs de terrain dans des démarches d'innovation, d'organisation et de soins et de prise en charge des patients. Alors je sais que c'est toujours intéressant de dire, il faut dire faut prendre on m'a dit qu'il fallait quand même qu'il fallait dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans le cadre de cette journée. C'est toujours important de le dire. Je m'exprimerai aussi à titre privé, mais j'ai quand même quelques conflits d'intérêt parce que j'aime bien Monsieur Nicolas, le repère de Bacchus, le quinquaf pour ceux qui connaissent les papilles, et la cave de Tolbiac. Voilà pour mes besoins pointances avec la dictologie. Non, c'était juste un petit trait d'humour. C'est pour vous rappeler effectivement ce que disait Eric sur la question de la salle des consommations, qui est aujourd'hui encore en débat, qui reste de toute façon un long combat et qui demeurera un long combat très symbolique sur la capacité qu'aura notre société ou pas à, ce que tu as dit très justement, appréhender et intégrer beaucoup mieux le phénomène des addictions dans la cité et sa capacité aussi à comprendre la manière dont on peut aujourd'hui prendre différemment et accepter beaucoup plus la prise en charge de toxiques et la consommation de toxiques dans un cadre réglementé et je dirais même légalisé. On en reviendra peut-être un peu au cours des débats, etc., si vous le souhaitez. Mais en feuilletant un petit peu l'ancien volume et en regardant un tout petit peu le nouveau, je me suis aperçu quand même que ce que tu évoquais, il manquait toujours quelque chose à ces ouvrages-là, mais c'est peut-être là parce que c'est au nom un peu de l'agence que je viens, c'est qu'il manque toujours un peu des analyses cliniques des organisations de santé et de la manière dont vous, professionnels de santé, vous vous organisez sur le territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça, quand on parle d'innovation au niveau de l'agence... Si je peux me permettre, c'est parce que c'est pas brillant. Oui, c'est ça. Voilà. Si je peux vraiment, j'interromps Alexandre Farneau et j'en suis désolé. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette journée. C'est parce qu'il y a un éclatement, réel. Hein. Il n'y a aucune politique qui puisse centraliser, qui puisse organiser les choses. Alors, sauf celle que vous allez peut-être mettre en place. Peut-être, mais alors, c'est marrant, ce que vous dites là est intéressant, parce que vous dites d'un côté, on veut une centralisation, et de l'autre côté, les acteurs nous demandent plus de liberté, plus d'indépendance, etc. Donc, il y a aussi des choses un peu qui sont un peu contre-intuitives dans tout ça. Mais, quand je dis la clinique des organisations, c'était pour faire aussi appel à, aujourd'hui, plusieurs défis que le système de santé doit aujourd'hui relever. Et notamment, et aussi, sur la prise en charge des addictions. En gros, 5 défis que notre système de santé doit relever. 1, le défi économique. Le défi économique, j'insiste,
il est présent, vous le savez, mais je crois que la santé a vécu, et c'est très heureux pour la France, pendant peut-être 50 ans, sur une croissance, reprenez les chiffres, presque de 5 à 3% de croissance en termes économiques, d'activité au sens très large, au sens aussi si on prend des indicateurs financiers, hein. Mais qu'aujourd'hui, on voit bien que notre système, la capacité qu'a notre pays, peut-être au niveau européen, mais notre pays a réinjecté chaque année autant de valeur, autant de richesses, hein, de moyens. Aujourd'hui, on sent quand même que ça ne va pas être possible. Vous le dites très clairement, vous le savez, ce message. Donc, on a un défi économique. On pourra analyser plus finement les choses, mais enfin, c'est peut-être pas l'objet ici. 2, là, qui vous touche particulièrement, c'est le défi épidémiologique. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs, un des traits majeurs de notre environnement, du système de santé, c'est la chronicité des pathologies. Ça impacte énormément sur nos organisations. J'ai toujours un trait rapide, mais je pense que vous le savez, c'est qu'avant, globalement, il y a 30 ou 40 ans, on vous découvrait une pathologie, quelle qu'elle soit, mentale, somatique, on faisait un peu quelque chose et on mourait à l'hôpital. Aujourd'hui, on a cette capacité scientifique, collective, de prise en charge, où les gens vont vivre beaucoup plus longtemps avec plusieurs anciennes ou pathologies qu'ils vont vivre comme ça, traîner pendant plusieurs années jusqu'à effectivement des âges très avancés. Ce qui fait que les relations entre les professionnels, elles ne peuvent plus être uniquement, et c'est peut-être ce que tu évoquais, focalisées sur un établissement. Enfin, je caricature un peu le propos, c'est un trait du matin, un samedi matin, mais que vous voyez bien que les relations interprofessionnelles doivent s'accélérer et doivent s'améliorer impérativement. Des allers-retours entre ville et hôpital, ce qu'on dit depuis 10-15 ans, mais aujourd'hui c'est impératif. Quelques éléments, enfin, pour vous donner un trait sur les personnes âgées, qui est aujourd'hui une des problématiques majeures, et aussi les personnes, je veux dire, addictes, vieillissant, ça, on le voit aussi. Enfin, je pense que certains ici doivent le voir et le connaître dans leur pratique. Aujourd'hui, notre système est en train de s'apercevoir qu'on ne sait pas bien gérer cette problématique de la personne âgée dans notre système de santé. La prise en charge à l'hôpital, la prise en charge en ville. Aujourd'hui, on a un gap, un bond énorme à faire dans nos modalités de prise en charge. Je vous donne un chiffre pour que vous voyez l'ampleur de ce que vivent aujourd'hui, à côté, la Pitié-Salpêtrière ou d'autres acteurs franciliens. J'ai repris un chiffre comme ça en venant. Entre la période de 2010 et 2013, pour les personnes de plus de 85 ans, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup à 85 ans dans vos services, mais on a eu plus 18% d'hospitalisation. 18% d'hospitalisation en plus en 3 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte sur un système d'organisation, ce que ça provoque. C'est quand même fort. Vous avez sûrement un afflux d'étudiants aussi massif en ce moment. Enfin, vous voyez bien ce que ça peut faire au niveau du système de soins. Passage aux urgences de cette population. 30% en plus, un service francilien. 30% de plus de 85 ans. Donc voilà le défi organisationnel à travers la chronicité et le fait qu'on prenne en charge les personnes. Il y a un troisième défi, c'est le défi technologique. Là, je serai un peu plus rapide, effectivement, mais vous en êtes aussi le symbole. C'est aujourd'hui le développement de prise en charge variées, multiples, et c'est très heureux. Et là, il y a des choses qui nous impactent. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir. Alors ici, je ne sais pas si c'est un tabou ou pas, mais tout ce qui est développé au niveau de la e-santé, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, transfert de données. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. La télémédecine, je sais qu'on travaille beaucoup à l'agence sur ces questions-là. Voilà, c'est avoir un impact sur nos organisations. Il y a un défi technologique qui est à venir, qui est heureux. Je pense qu'il faut y aller sereinement, en confiance, mais on a là aussi un défi aussi qu'il va falloir relever dans les prochaines années, ou du moins appréhender. Il y a un quatrième défi qui est intéressant aussi, qui apparaît, c'est le défi écologique. Défi écologique qui monte de plus en plus, c'est un sujet qui monte. Donc progressivement, les recherches, les travaux des universités, notamment, nous interrogent sur cette question-là. Il y a des travaux assez récents là, qui corrèlent pas mal de choses sur l'environnement de l'air, les qualités de l'air, les populations précaires, leurs comorbidités, etc. Ça rentre véritablement dans notre
je dirais, processus global d'analyse de la santé. Et il y a aussi un cinquième défi, qui rejoint aussi un petit peu notre introduction, c'est le défi démocratique. Défi démocratique parce que, très clairement, on ne pourra plus organiser les soins ou faire de la santé comme avant, en conclave, tout seul dans son coin. Vous le savez déjà peut-être, c'était la loi Kouchner, des choses comme ça qui ont mis les choses quand même, qui ont posé quand même des bases très fortes, mais qui doivent aujourd'hui trouver un nouveau développement. C'est assez jeune, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. Je trouve que c'est un joli mot, c'est un joli concept. Et notamment, je sais que la santé mentale en est un acteur important. On voit que c'est souvent là qu'il y a beaucoup de débats qui s'organisent. En tout cas, là, on a aussi un enjeu majeur là-dessus à développer des associations qui permettent aux patients, aux citoyens, de mieux comprendre le système de santé, de mieux comprendre ce que vous faites, ce que nous faisons. Tout ça est encore assez balbutiant. On voit arriver dans les universités des patients experts. Je sais qu'il y a des diplômes maintenant où véritablement on essaye d'intégrer justement dans les pathologies chroniques l'expertise du patient, des aidants, dans le cadre de la prise en charge. Je crois que c'est aussi une donnée très importante pour les personnels soignants. Là, véritablement, on a des raisons intéressante de s'y intéresser et de regarder ça avec bienveillance. Un point sur l'organisation des soins et les addictions. Ce que je peux voir modestement de mon bureau et de l'agence, elle est assez similaire avec l'ensemble des autres prises en charge. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle, il y a des campagnes en ce moment de plus en plus sur ce qu'on appelle le virage ambulatoire, vous le connaissez depuis assez longtemps, en fait. Finalement, alors, je n'ai pas vu Michel Reynaud, là, dans le coin, mais il m'excusera. Finalement, beaucoup du travail de prise en charge se fait en ville, se fait à travers des acteurs de ville qui ne sont pas forcément structurés au sein d'un établissement, un hôpital, au sens un peu générique. Et là, le défi que nous avons à faire, c'est collectivement, c'est très très difficile, c'est de trouver ces articulations systémiques entre cette médecine de ville, au sens très large, et l'ensemble des établissements et des composantes du système. Et là, pour le coup, on a un retard immense, mais alors immense par rapport aux autres pays, où, alors on ne va pas refaire l'histoire de la médecine de ville, mais globalement, on a appris dans les années 30 un virage qui était celui du tout libéral, c'est-à-dire une médecine de ville indépendante, non régulée, qui était... Aujourd'hui, vous le voyez sûrement, on a une vraie difficulté à retravailler le maillage en ville avec les professionnels. C'est aujourd'hui comment... Enfin, pour être... Mon propos est un peu nébuleux là, c'est toujours le matin, c'est un peu difficile. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le premier recours en France et notamment dans les grandes agglomérations? Quel type de prise en charge on veut? Quel type de professionnel? Quel type d'outils? Est-ce qu'on peut encore faire de la bonne médecine de ville, dont vous êtes un des acteurs? Moi, j'en suis persuadé. Avec encore une fiche Bristol. Est-ce qu'on peut encore faire de la médecine de ville sans travailler avec un infirmier, un psychologue, un kiné? Mais travailler pas au sens du XXe siècle, mais au sens du XXIe siècle. Travailler en groupe. C'est pour ça que derrière les questions des maisons de santé, des centres de santé, il y a, je crois, un débat beaucoup plus fort, beaucoup plus fondamental sur l'organisation des soins en ville. Qui, comment, avec quels moyens, quel type de relations les professionnels entretiennent entre eux, la question de l'infirmière, la question de la délégation de tâches. Comment, aujourd'hui, on se restructure par rapport à tout ça, par rapport aux enjeux que j'ai évoqués, les 5 enjeux que j'ai vaguement et très rapidement esquissés. On a là, collectivement, j'ai une mission à retravailler cette notion du premier recours, dont les addictions, dont les pathologies liées aux addictions sont un des facteurs importants. Je le dis parce que la situation est quand même assez critique, notamment à Paris. On a toujours considéré que Paris était une danseuse et qu'elle était riche. Je pense que certains d'entre vous, à travers vos patients, vous avez du mal à trouver un médecin généraliste qui suive de manière régulière
etc., vous êtes obligé quasiment de les envoyer aux urgences quand vous n'avez pas de relais, etc. Donc aujourd'hui, on a là un enjeu de système qui est très important. Mais ce n'est pas uniquement dans une relation locale, mais c'est aussi comment les professionnels travaillent ensemble. La question de la circulation de l'information. Comment circule l'information? Par quel canot? Sécurisé, pas sécurisé? Aujourd'hui, le meilleur outil de circulation de l'information, c'est Google, hein, c'est Gmail, hein, entre les professionnels. Hein. Je vous le dis, je veux dire, un médecin qui fait un compte-rendu, comment l'hôpital transfère ses données auprès d'un médecin, auprès d'un clinicien, auprès d'un infirmier, c'est Gmail la plupart du temps. Je veux dire, il y a quand même des questions derrière d'organisation, de sécurisation des données du patient qui sont aujourd'hui devant. On a ces outils, mais aujourd'hui, les acteurs, nos moyens de faire sont quand même, je trouve, pas du tout à la hauteur de nos enjeux. Et puis, forcément, je suis obligé d'aborder un peu cette question, c'est-à-dire la question économique. Ces organisations-là, ces nouvelles prises en charge que vous allez développer dans le cadre de cette journée, moi je l'espère, appellent forcément derrière, et c'est peut-être aussi un des traits qu'il n'y a pas dans ton recueil, c'est les éléments économiques. Je trouve que si on ne parle pas d'économie, dans la manière dont on aborde la prise en charge, je trouve qu'on fait un peu fausse route. Hein. Enfin, c'est peut-être le régulateur, c'est peut-être mon prisme ARS, mais aujourd'hui, comment on paye le système, comment on paye les professionnels. Je trouve qu'on est très en retard, on n'est pas du tout innovant par rapport à ça. Je vous donne un exemple qu'on est en train d'essayer de faire sur les personnes âgées, mais qui pourrait être très bien appliqué pour les addictions. On essaye pour la première fois de faire une rémunération forfaitaire pour 3 professionnels de ville, pour une prise en charge d'une personne âgée. Je ne vous raconte pas le boulot que c'est. Hein. Les professionnels de ville, hein, pas l'hôpital, qui peut être formé sous forme d'allocation, d'enveloppe globale. Non, à l'acte. Comment on fait qu'un acte soit un peu plus forfaitisé, un peu plus collectif, pour améliorer et pour inciter, pour provoquer une coordination entre les professionnels de santé? Il y a du boulot. Hein. On y arrive progressivement, c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué. Alors, on va y arriver, mais il y a énormément de conservatisme derrière. Les structures ne sont pas en capacité de gérer ce type d'actes forfaitaires. Je passe après toute la touillette sécurité sociale et de l'État là-dedans. Mais vous voyez bien que la prise en charge des addictions, comme pris dans une approche un peu plus globale des pathologies chroniques, réveille ou oblige notre système à se réformer. Le tout, c'est de le faire, moi je pense, assez rapidement parce qu'on a derrière un enjeu économique qui est assez fort. Et tout ça, c'est au bénéfice du patient. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Hein. Moi, ça me fait pas plaisir de voir des gens qui arrivent aux urgences tous les 4 matins et on sait les comorbidités qu'il y a à arriver aux urgences. Les études le montrent. Hein. Une personne âgée qui est hospitalisée ou une autre qui a des pathologies lourdes, on sait très bien que son espérance de vie, elle est diminuée de, j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, je pense que vous savez ça mieux que moi. Donc voilà, je crois que là, on a véritablement des traits majeurs. Et je crois, pour en revenir un petit peu sur le caractère symbolique de la salle de consommation, hein, qui est importante, c'est de montrer, mais je sais qu'il y a quelques études, alors c'est une dernière étude qui était, c'est COP, c'est ça? Pierre Copp. Pierre Copp, qui est un des seuls, il n'y en a pas beaucoup en France, hein, qui ont cette capacité de révéler les enjeux économiques sous-tendus par la meilleure prise en charge, notamment des addictions. Oui, mais quand ils le font, c'est repris dans une diabolisation. C'est un vieux copain, Pierre Copp. Oui. Il y a 30 ans, 35 ans que je le connais. Son travail est formidable, mais alors c'est repris par les médias d'une manière un petit peu scandaleuse. Oui, bon. Mais derrière, non, mais ce qui est important derrière, c'est de montrer que le voile pudique ou le fait qu'on ne veuille pas regarder, notamment des avancées de prise en charge, comme les salles de consommation à moindre risque, sont une amélioration collective pour la société, pour les patients, etc. Si on n'arrive pas aussi à formuler, parce que les gens sont sensibles à ça, à formuler aussi un peu l'intérêt économique de ça, je pense que c'est des armes en moins que nous avons, qu'on n'arrivons pas à utiliser. Et c'est compliqué. C'est indispensable. C'est indispensable. Le tabou des addictions, le tabou de la drogue,
Vous dites que les riverains ne sont pas contents, mais enfin, not in my backyard, vous l'avez forcément dès l'instant où vous implantez aujourd'hui un CHRS pour héberger des sans-domicile fixe. Lorsque vous avez des carrus de XAPA, c'est exactement la même chose. Alors, ça va que quand on dit carrus de XAPA pour les habitants, bon, ça va, ils ne savent pas trop ce que c'est. On dit que c'est du médico-social. Enfin, globalement, pour ceux qui travaillent dans ces structures-là, ceux qui ont dû subir un déménagement, vos responsables peuvent vous dire que c'est à peu près entre 2 à 5 ans de recherche globalement pour essayer de trouver une implantation et qui est souvent assez provisoire. Donc ce n'est vraiment pas évident aujourd'hui de faire accepter une prise en charge en ville des populations fragiles comme ça. Donc il y a vraiment là un combat majeur. Merci beaucoup. Bon, voilà. À l'aparté, c'est que nous avons la chance d'avoir notre SERPA, notre dispensaire à côté de Matignon. On a la chance. C'est vrai. Et alors, vous avez des choses à nous dire ou pas ? On est rue de Varennes, à côté de Matignon. Bien, merci beaucoup Alexandre Fardeau pour cet éclairage. Et je vais maintenant, à moins qu'il y ait quelque chose d'important que... Ah non. Voilà. Et je vais laisser la parole au professeur Fethi Ben Slama, notre directeur du FR. Bonjour. Je suis ici pour dire l'importance qu'a pour l'UFR d'études psychanalytiques, donc pour l'université, les travaux, l'enseignement, la collaboration avec des institutions de soins autour de la question des addictions, qui occupe une place importante qu'Éric Toubiana soutient depuis, je crois, 25 ans dans notre UFR. Oui, c'est notre référence, c'est l'enseignant qui poursuit avec, je dirais, non seulement comme enseignant, mais aussi comme représentant de cette UFR, dans le lien que cet enseignement pouvait avoir avec les institutions et avec le milieu, l'ensemble du milieu du soin autour des addictions. Et je voudrais vraiment dire, d'abord, le remercier. C'est moi qui... Il a contribué à la formation de plusieurs générations donc, de psychologues. Et de ce fait, et je dirais un mot sur cette question des addictions qui occupe, je crois, plus que... qui est au centre d'une des articulations, des grandes articulations qui aujourd'hui nous occupent, c'est-à-dire du clinique et du politique. Ce dont vous venez de parler, Alexandre Fardeau, c'est derrière toutes ces questions que vous soulevez, c'est des questions du politique du soin, mais politique d'une manière générale, et de leur rapport avec la clinique. Et en vous écoutant là, je m'étais dit, voilà, j'aimerais bien que vous veniez enseigner. C'est vrai. Pour permettre aux psychologues que nous formons de se situer. Et je vous fais une proposition dès aujourd'hui. C'est gentil. On en prend acte. Hein, oui, absolument. On ne peut pas aujourd'hui faire comme ça de la clinique une abstracto, c'est-à-dire comme si quelque chose qui était vraiment bon. Et donc, voilà, vraiment ça, c'est quelque chose qui... Et avoir cette vue d'ensemble sur la façon dont nos actes, enfin en tout cas les psychologues que nous formons, dans quel environnement, dans quel paysage institutionnel et politique ils s'inscrivent. Et je crois que ce qu'a mené Éric depuis des années, et sa collaboration, le lien avec les institutions, allait dans ce sens-là. C'est pour ça que la question des addictions est, de ce point de vue, un analyseur très important de ce rapport entre... Un des analyseurs importants du rapport entre clinique et politique. Et donc, quand je dis politique, c'est au sens le plus large du terme. Culture. J'étais là en 2007 pour ouvrir la première journée. À la première journée, effectivement. Voilà. C'est pour ça que tu m'as remercié. Permets-moi de te remercier aussi. Non, mais... Parce que toutes ces années-là... Non,
J'ai eu ton soutien et le soutien du conseil scientifique de l'UFR pour continuer de mener à bien ce travail. Ce n'est pas un travail qu'on fait seul. Hein, donc, je n'ai pas apporté, moi, le bénéfice de la chose. C'est toute une équipe qui m'a aidé à le faire, vraiment. Je crois qu'il faut mentionner ici d'abord le travail qui s'est fait avec le groupe hospitalier de Perret et Vaucluse, avec le regretté docteur Éric Malapert, et aussi le travail qui a été fait avec Alain Vanier. Et Marc Valeur qui est là. Et Marc Valeur, de l'hôpital Marmottan, le docteur Marc Valeur, Alain Vanier qui est là, qui est le directeur du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société. Et aujourd'hui, avec Hassan Raoui, avec son service qui va être relocalisé à l'hôpital Sainte-Anne, et avec lequel nous avons, et qui enseigne à l'UFR. Donc vous voyez l'articulation praticien, responsable de soins et d'enseignement est quelque chose qui est une des dimensions de ce que nous voulons accroître et que nous voulons aujourd'hui en faire un des éléments vraiment de notre formation pour que cette formation soit vraiment inscrite dans les institutions publiques du pays. Hassan a rejoint aussi le CRPMS, il est dans le Centre de recherche psychanalyse, médecine et société, et nous avons d'autres projets avec lui. D'autres projets parce que je crois que la question des addictions est un carrefour par rapport à tout un ensemble, un carrefour, d'abord on pourrait dire, il y a cette dimension on pourrait dire d'addictivité fondamentale au potentiel du sujet humain qui fait que l'enseignement autour des addictions touche des questions qui vont au-delà de ces manifestations sociales, publiques, etc. Et donc ça touche des aspects essentiels de l'enseignement par rapport à l'enseignement et de la formation du psychologue clinicien. Éric a conduit donc cet enseignement et il a, je ne sais pas depuis combien d'années, un diplôme universitaire qui est le plus... 9 ans sur les addictions, qui est un des diplômes universitaires qui a le plus de demandes. Là où viennent après les acteurs de ce champ viennent se former de nouveau après leur formation initiale. Et donc voilà, nous sommes, je crois, et nous avons conscience que aujourd'hui il faut amplifier et accroître le lien qui est déjà assez dense que tu as mené autour de cette question des addictions et aussi, il faut là insister sur le plan de la recherche aussi. Et je crois que dans l'université, dans la grande maintenant université à laquelle on appartient, qui est Sorbonne Paris-Cité, je crois que cette question-là, il faut l'introduire en collaboration avec le secteur médical de notre université. J'ai discuté récemment avec le nouveau doyen de la faculté de médecine. Il y a quelques jours, parmi les possibilités de collaboration qui sont très fortes de notre UFR avec la médecine, il y a cette question-là. Et donc, je crois qu'il y a des ouvertures de ce côté-là dont il faut se saisir. Voilà, j'espère que j'ai rassemblé très vite que l'intérêt, en tout cas, et l'importance que
l'UFR accorde et à la question de l'enseignement des addictions, et que nous souhaitons qu'il se poursuive. Ce livre, Eric fait les choses parfois à l'envers. On fait les colloques et on fait les livres, mais lui, il fait les livres et puis il fait les journées d'études. C'est très, très bien. Et j'espère que peut-être il y a un projet que je suggère. Tu sais qu'aujourd'hui, les LABEX, tout ce qui se relance avec des moyens importants du côté de la recherche, engage à partir d'Internet des encyclopédies dans les champs. Et je crois qu'il y aurait là quelque chose à mener sur une encyclopédie des addictions pour laquelle il faut demander des financements. Nous avons un LABEX auquel on appartient. Il y en a d'autres qui pourraient être intéressés par cela. Voilà, c'est une piste que je donne pour que... C'est une belle piste, c'est pas voilà. Une piste, c'est un boulevard. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie beaucoup, Betty. Je laisserai aussi la parole rapidement à Hassan Raoui. Je vais être bref parce que je vais parler après de ce qu'on fait dans le service en matière de comorbidité. Mais désolé, moi aussi je vais abonder dans les remerciements. Je vais commencer par Eric par rapport à la qualité de ce travail d'articulation entre le service et l'EFR. Par rapport à tout ce que tu fais, ça a été cité par Féti en matière d'addictologie et des addictions parce que ce n'est pas pareil. Je veux aussi remercier Féti, Alain et Christian pour l'accueil qui m'a été réservé quand j'ai intégré l'UFR et dire mais vraiment tout le plaisir que j'ai à travailler avec vous et que mon service, l'ensemble de mes équipes sont mobilisées pour accroître et faire en sorte que cette collaboration marche et pendant très longtemps. Et dire aussi que probablement l'arrivée du service à Sainte-Anne va nous faciliter justement cette collaboration, notamment en matière de tout ce qui est supervision, tout ce qui est recherche clinique, psychopathologique, j'y tiens, moins médicamenteuse, parce que ce n'est pas notre réseau, c'est beaucoup plus le côté universitaire, mais moi je tiens vraiment à la recherche psychopathologique et je compte sur votre aide par rapport à ça. Alors, par rapport à M. Farneau, juste ne pas oublier que dans la question des addictions aussi des patients atteints de troubles mentaux graves, que dans tout ce qui a été dit par vous, notamment par d'autres personnes, en matière de soins, d'organisation, de fonctionnement, il ne faut pas les oublier. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé à Hassan Raoui de venir à cette table d'inauguration, parce que voilà, l'enjeu est là, et l'enjeu est tout à fait important. Quand j'ai commencé ma pratique psychiatrique, quand j'ai commencé ma pratique d'enseignement, les choses n'étaient pas du tout pareilles. Il y avait la psychiatrie d'un côté et quelques petits services de toxicomanie de l'autre, dont le grand service de toxicomanie de Marmottan. Hein. Mais je dis petit parce que c'était somme toute, assez circonscrit. Hein. Il y avait Marmottan. Bon. Là, actuellement, le paysage a radicalement changé. Ce qui doit nous intéresser maintenant en tant que chercheurs, Féti, c'est le problème des comorbidités. Parce que les addictions, c'est une chose. Mais l'addiction vient sur une structure psychique, on va le voir tout au long de la journée. Et donc, tout le pôle de recherche qui est actuellement, c'est au niveau de l'économie, et justement à cause de ces comorbidités. Et là, il y a des choses à penser et des choses à créer. Parce que c'est pas un trou, c'est une béance dans la recherche sur cet axe-là. La psychiatrie, on en a fait le tour, mais la psychiatrie, c'est plus la même. La psychiatrie ne peut plus compter sans le problème des toxiques. D'abord parce que c'est un des lieux où il y a le plus de trafic de toxiques, déjà, il faut le dire, mais en plus, les patients arrivent avec une pathologie plus une toxicomanie. Et on y perd un petit peu son latin, sauf, comme Hassan le fait, comme Marc Valeur le fait, à y réfléchir sur les problèmes de comorbidité. Hein. Le rapport entre psychiatrie et addictologie, il faudrait peut-être trouver un autre nom pour fonder une nouvelle science de médecine qui soit la comorbidition, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose de nouveau. 21e siècle, une nouvelle branche de la médecine apparaît, c'est toxicomanie et psychiatrie, toxicomanie et médecine générale. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, c'est un des points que j'ai oublié
cette question du co-addiction and co, on peut dire comme ça. Par exemple, elle intervient aujourd'hui dans les phénomènes de radicalisation d'une manière extraordinaire. Je pensais que j'allais en parler. Oui, oui. Non, mais il y aurait beaucoup d'autres choses. Enfin, je suis là juste pour... Lorsque j'ai assisté aux journées de Fethi Ben Slama sur la radicalisation, 2 journées magnifiques sur la radicalisation, je n'ai pu penser qu'à la phrase de Freud sur le brise-souci, hein, comment la passion de la pensée ou la religion, poussée dans son extrême, peut servir de brise-souci au même titre que le toxique. Premier point. Deuxième point, sur le terrain, au niveau journalistique, combien de gens, de jeunes dans les banlieues défavorisées sont passés d'une activité de deal à une activité de radicalisation. Je crois qu'il y a un rapport tout à fait serré entre et abandonnant le deal pour la radicalisation. Je crois qu'il y a un travail. Et ensuite, une fois que la radicalisation est... De quelle manière les radicalisations tirent leurs ressources de trafic de toxiques. On voyait que les schèmes au niveau politique de recherche sont tout à fait importantes et au niveau clinique aussi. Bien, je vous remercie tous les 3. Permettez-moi de vous applaudir.